Dans le rapport de la Chambre régionale des comptes sur le patrimoine, je ne reconnais rien de l'action municipale à laquelle j'ai eu l'honneur de participer. Sous couvert d'une analyse purement comptable, d'ailleurs souvent approximative, la présentation des actions est déformée, ignorante des objectifs d'intérêt public qui sont leurs fondements et surtout vidée de tout contexte opérationnel. La Chambre semble méconnaître absolument les paramètres de gestion d'une ville comme Marseille. La réalité des procédures opérationnelles dans laquelle l'aspect financier, s'il est bien pris en compte, ne saurait être le seul critère de l'aménagement urbain et de l'intérêt général. Les évolutions permanentes auxquelles il convient de s'adapter sans cesse. L'héritage dont une municipalité est toujours porteuse, souvent lourd de conséquences juridiques. La réalité du marché immobilier locatif dans lequel les lois de l'offre et de la demande pèsent sur l'avis de la ville et celui de France Domaine, la notion de projet dans laquelle la qualité urbaine et architecturale et la qualité de vie doivent primer sur les autres critères. Bref, cette analyse, sous prétexte d'une objectivité prétendue, n'offre plus qu'une image abstraite, systématiquement négative, prêtant le flanc, comme nous l'avons vu, à toute exploitation politicienne. Pensez-vous que les centaines d'actes passés dans la période 2012-2017, dont la Chambre n'a finalement retenu qu'une vingtaine, puissent avoir été passés sans aucune stratégie foncière, dans le seul but de servir des intérêts particuliers? Ils ont tous été dûment présentés, expliqués, approuvés par le conseil municipal, subi le contrôle de légalité de l'État. Ils ont tous été motivés par la volonté de développer la ville dans un souci de cohérence et de reconquête urbaine, de contribuer à son aménagement, de remembrer les vestiges des opérations passées, de déboucler des situations restées trop longtemps conflictuelles. Toutes les opportunités ont été saisies pour valoriser le patrimoine communal au bénéfice des usagers et des habitants, pour améliorer le parc d'habitat et sa mixité, pour développer des équipements, notamment scolaires. Toutes les opportunités ont été saisies pour maîtriser des ténements stratégiques, qu'il s'agisse des casernes désaffectées, de jardins de congrégations religieuses, d'immeubles dégradés, échappant ainsi aux marchands de sommeil. Bien sûr, l'action municipale peut toujours s'améliorer. Pris par l'actualité, on ne consacre jamais assez de temps pour la prospection et l'organisation. Aussi, nous prenons en compte les recommandations de la Chambre, comme nous l'avons toujours fait, et nous n'avons pas attendu cette séance pour engager le développement du référentiel patrimoine, pour mobiliser les compétences et les outils permettant un meilleur suivi des immeubles et pour améliorer nos capacités d'expertise immobilière. Mais le réquisitoire injustifié dressé par ailleurs par la Chambre appelle de ma part commentaires et rectifications. Je vais être très méthodique. Il y a 3 points dans le rapport. Je vais reprendre ces 3 points. Alors, 1, la stratégie foncière. Le jugement péremptoire de la Chambre sur l'absence de stratégie immobilière s'appuie sur l'absence d'une base de données exhaustive permettant de connaître de manière très fine la consistance de son patrimoine. Mais bien sûr que le patrimoine est connu. Bien sûr que les actes d'acquisition sont conservés dans les services et une base de données a été mise en place dès 2006 sous forme de référentiel patrimonial. Cette base de données doit faire l'objet d'une mise à jour permanente. La consistance de ce patrimoine n'est pas une donnée figée. Pour ce qui nous concerne, elle nécessite une amélioration technique constante de ce référentiel et une mobilisation de tous les services gestionnaires qui collaborent. Nous y travaillons. Cet outil étant mis en place, il permettra sans doute d'établir un document appelé schéma directeur immobilier. Nous nous y efforçons. Et c'est vrai, la ville en a besoin. Mais il n'a pas été besoin d'attendre l'existence d'un document pour conduire des acquisitions et des cessions stratégiques qui favorisent le développement urbain de Marseille. Il nous est reproché de baser exclusivement notre politique de valorisation sur un objectif
annuel de cession. Rien n'est plus faux. Sur 257 actes de cession enregistrés sur la période de contrôle 2012-2017, 43 concernaient la création de logements sociaux, 43 concernaient des opérations d'aménagement, 46 pour des remembrements. Seule une vingtaine de cessions annuelles ont été consenties à des opérateurs privés et pour des opérations de tailles très diverses. Il nous est reproché de ne pas conduire de procédure de biens vacants et sans maître, c'est faux. Nous en présentons à chaque conseil municipal et d'ailleurs aujourd'hui, il y a une délibération qui est inscrite à l'ordre du jour concernant un bien rue de la Mure dans le 13e arrondissement. En outre, ce n'est pas ce type de procédure lourde et longue, portant rarement sur des pépites, que l'on peut asseoir une politique foncière. Le deuxième point, les acquisitions. Sur les 246 acquisitions enregistrées sur la période, la Chambre, au bout d'un long travail, en a finalement trouvé 3 qui paraissent discutables et encore à force de calculs obscurs ou erronés. Le premier point, la maison de la région sur la Canebière. L'objectif de la ville était de trouver un immeuble en pleine visibilité, accessible aux personnes à mobilité réduite, bien desservi par les transports en commun pour reloger la mairie de secteur. L'immeuble de la région répondait pleinement à ces caractéristiques, ce qui est rare en centre-ville. Nous ne pouvions pas laisser passer une telle opportunité. La région n'a pas fait de cadeau, certes, et nous avons payé 10% de plus que le prix des domaines, mais un prix quand même inférieur au prix d'acquisition par la région, je tiens à l'origine, je tiens à le préciser. Et après je vais terminer s'il vous plaît, et après consultation d'avocats, cette marge de 10% est tolérée par la jurisprudence. Que représente-t-elle au regard de l'intérêt de ce nouveau positionnement et de l'amélioration sensible du service à l'usager? Le tribunal a d'ailleurs débouté M. Maury, conseiller municipal, sur ce point. En outre, concernant les locaux de la rue de Villeneuve, considérés par certains comme une meilleure opportunité, ils n'appartiennent pas à la ville, mais au crédit municipal. Ils ne sont pas si bien placés et nécessitent des travaux considérables pour accueillir du public. Le deuxième point, vous n'êtes plus maire de secteur, M. Menucci, je vous le rappelle. Oui, mais la ville n'était pas propriétaire, les travaux étaient à faire et c'était moins bien placé que sur la Canebière. Le bureau, l'autorisation de programme, c'est un mensonge encore, c'est pas possible. Alors le deuxième point, les bureaux. Je l'ai la délibération, arrêtez. Alors le deuxième point, les bureaux de la rue Allard dans Euromède 2. La Chambre trouve élevé le prix de cette acquisition en VFA. Elle parvient à ce raisonnement en confondant grossièrement le prix de revient de l'opération, foncier, honoraire, dépollution, avec le coût de la construction. La valeur stratégique de cet investissement correspond à une ambition de reconquête territoriale visant à dynamiser ce quartier en déshérence et en amorçant une transformation. C'est exactement la même logique qui avait conduit la ville à investir rue Fauchier, où l'arrivée de 350 fonctionnaires a radicalement boosté l'achalandise de ce quartier. Troisième point sur les acquisitions dans le cadre du droit de préemption. La Chambre a introduit des observations nouvelles à ce sujet dans son rapport définitif. Elle n'a donc pas respecté la procédure dans sa phase contradictoire. Là encore, l'objectif du dossier mis en cause était la sécurisation des abords du mémorial de la Marseillaise et de contribuer à une dynamique culturelle du centre-ville. Concernant le droit de reprise des immeubles rue Vincent-Scotto et rue Poix de la Farine, la Chambre se trompe encore, la ville n'a pas déboursé 1 euro, contrairement à ce qu'elle prétend. Je passe au troisième point, les cessions. Comme je l'ai indiqué, et contrairement à ce que la Chambre laisse entendre, la majorité des 257 cessions effectuées sur la période
intéresse des objectifs d'aménagement. L'analyse des 23 dossiers épinglés montre encore une fois le manque d'expertise professionnelle appropriée des auteurs. Les services de la ville, conjointement avec leurs collègues de France Domaine, ont dû développer et actualiser des compétences communes en matière d'expertise foncière, compétences qui semblent avoir fait défaut à la Chambre. Non, les évaluations ne se font pas sur la base du mètre carré de terrain, mais sur la base d'une constructibilité et d'un bilan. Non, une moyenne des prix par arrondissement ne peut pas constituer le seul élément de comparaison. Oui, la ville a bien utilisé les marges de négociation dont elle disposait, mais le prix n'est pas le seul critère. C'est la qualité qui prime sur le prix. La ville ne vend pas au plus offrant. Ce serait une catastrophe pour les projets. Elle vend à celui qui produit le meilleur projet et qui respecte les critères qualitatifs qui font partie du cahier des charges. Je vais lister les différentes cessions qui sont dans le rapport. La commanderie. La Chambre pointe qu'un avantage en nature injustifié aurait été consenti à l'OM. C'est bien la société sportive qui a aménagé les terrains nus mis à disposition par la ville. La Chambre se trompe donc sur la consistance des biens mis à disposition. Il n'y a pas d'avantage en nature. À l'origine, il y avait seulement un terrain mis à disposition. Pour le reste, les éléments pointés par la Chambre correspondent au long débouclage d'une situation contractuelle et réglementaire ancienne et complexe, dont les fils étaient emmêlés. Il est facile de nous en faire le reproche après coup et refaire l'histoire sans cesse. Du reste, toutes les décisions prises à ce sujet ont fait l'objet de délibérations en conseil municipal dûment argumentées, avec l'aval de France Domaine et dont aucune n'a été contestée. Le pôle Canebière-Feuillan. La Chambre n'a pas tenu compte des précisions fournies par la ville qui pouvaient utilement compléter ces observations. L'analyse purement comptable fait fi du contexte juridique de cette opération de reconquête urbaine, longue et semée d'embûches, qui est aujourd'hui une réussite. Là encore, toutes les décisions ont été délibérées, alors que la Chambre nous accuse de manquer de transparence. Montée-Saint-Esprit. La cession de cet immeuble en mauvais état, situé sur une voie impraticable, n'a pas fait l'objet d'une mise en concurrence. Il n'y a rien d'illégal à cela. Trouver un repreneur disposant d'un projet de rénovation dans cet îlot fragile était plutôt une aubaine, et là encore, le résultat est probant. Non, la ville n'a pas fait de moins-value sur cette cession. L'immeuble avait de toute façon été acquis gratuitement dans le cadre d'une prescription acquisitive. L'analyse conduite par la Chambre révèle ici un procès d'intention. Traverse Targuiste, chemin du Pont. La Chambre, dans ses reproches, ignore complètement le contexte conventionnel et juridique de ce dossier. Il s'agit d'un bien exproprié en 1986, monsieur le maire. Alors, on vous fait tous les reproches, mais en 1986, vous n'étiez pas maire. Pour une voie qui n'a jamais été faite et de la purge d'un droit de rétrocession. On nous impute un délai qui n'est dû qu'à des recours contentieux contre le permis de construire. À terme, la jurisprudence nous obligeait à céder au prix fixé par les domaines en application de l'article L12-6 du Code de l'expropriation en vigueur. Corniche Kennedy Les Alpilles. Il s'agit là aussi du débouclage d'une opération ancienne dans laquelle la ville se retrouvait à payer inutilement des charges de copropriété. La Chambre se paye même le luxe de contester l'évaluation des domaines. Cela en dit long sur les intentions réelles de ce rapport. Clérici, Saint-Jean-du-Désert. On nous reproche d'avoir cédé 2 terrains voisins à des prix différents. Mais la Chambre n'a pas vu que ces terrains étaient de configurations différentes en termes de topographie comme en termes de constructibilité.
La fourragère. Encore une fois, les observations portent sur les dernières écritures d'une opération fort ancienne et ne tiennent pas compte des obligations juridiques auxquelles la ville doit faire face. S'agissant d'un droit de rétrocession, les marges de manœuvre étaient limitées et les risques de contentieux patents. Traverse Parangon. La ville maintient ses objectifs en matière de petite enfance et la décote opérée ici en faveur d'une crèche associative est ici tout à fait justifiée. Vallon de Toulouse, avenue François Mauriac. C'est l'exemple même d'une cession conduite avec un objectif social concerté. Produire des logements à coût maîtrisé pour favoriser l'acquisition à la propriété. Oui, cet objectif a nécessité une décote du prix de vente, avalisée par les domaines et approuvée par le conseil municipal. Chanterelle, rue Louis Grobet. Effectivement, le terrain conservé par la ville pour réaliser une école s'est finalement avéré un peu juste, compte tenu des nouvelles normes en la matière et des nombreuses modifications apportées au projet. Hors contexte opérationnel, les reproches faits par la Chambre sont inopérants. L'école sera livrée et sera livrée avec une taille correspondant aux besoins. Boulevard de la Corderie. C'est la réalisation en VFA d'un nouvel accès à l'école qui est ici contesté. Ce montage n'a été acté qu'après une analyse juridique approfondie et des consultations spécialisées. Il était notamment rendu nécessaire en raison de l'exigence de l'ABF d'un traitement d'ensemble. D'ailleurs, comment aurait-on pu coordonner un chantier public et un chantier privé mitoyen? Aujourd'hui, le résultat, plutôt réussi, efface toute contestation à ce sujet. Le Redon, domaine de Lumini. Si la Chambre a bien tenu compte des précisions apportées par la ville, elle n'est pas allée jusqu'à admettre que l'existence d'un bail empêchait toute mise en concurrence. Le bien a donc été vendu aux locataires avec l'aval de France Domaine après délibération du conseil municipal. Cela ressemble à du bon sens. Alors je comprends bien, monsieur le maire, que ces explications peuvent avoir de fastidieux pour ceux que la vérité des dossiers n'intéresse pas. Mais je voulais être transparente et exhaustive. Si la Chambre avait repris dans son rapport définitif ces éléments essentiels à la bonne analyse des décisions de la ville, je ne les aurais pas rappelés. Mais soit elle n'en a pas eu le temps, soit elle n'en a pas eu la compétence, soit elle n'en a pas eu la volonté. Chacun mettra une croix devant l'item de son choix. Moi, je mettrai une croix devant les trois. Enfin, monsieur le maire, ce débat, il a été fourni, il a été ouvert. Je pense que, en tout cas, les élus en charge ont tenté de répondre avec la plus grande objectivité. Mais quand j'entends les leaders de l'opposition, quand j'entends les responsables anciens qui ont été vice-présidents de certaines collectivités, quand j'entends certains ex-collaborateurs de présidents d'exécutifs, quand j'entends une secrétaire d'État au regard accusateur et haineux, avec des raccourcis hallucinants, des termes dignes d'une époque noire, épuration sociale, mais je crois rêver. Cette ville, si on faisait preuve tous les jours de gentrification, la gentrification, messieurs, dames, ça se mesure. Il y a des indicateurs objectifs. Et je crois que cette ville, si on en était à la gentrification, les Marseillais vivraient beaucoup mieux. Il y a encore beaucoup de travail à faire. En tout cas, monsieur le maire, vous en avez fait beaucoup. Nous continuerons à en faire et j'espère que des élus responsables seront élus en mars pour continuer à faire ce travail au profit des Marseillais. Merci. Bravo.